Bonjour tout le monde, je continue dans cette vidéo les savoir-faire sur les séries intégrales avec la fonction zeta indice 2 de Riemann. Je fais exprès de la noter de zeta indice 2 pour lui donner plus de poids et vu donc sa relation avec la fonction zeta de Riemann. La première question, c'est de donner le domaine de définition de zeta indice 2. Zeta 2 de t, c'est la somme de la série moins 1 à la puissance n-1 sur n à la puissance t. Donc, un réel petit t appartient au domaine de définition si seulement si la série converge. Si seulement si la série donc, de termes général moins 1 à la puissance n-1 sur n à la puissance t converge. Donc nous allons étudier la convergence de cette série. Pour t négatif ou nul, la valeur absolue de moins 1 à la puissance n-1 sur n à la puissance t, elle est égale 1 sur n à la puissance t. Si je passe à l'exponentielle, c'est exponentielle de moins t log de n. Exponentielle moins t log de n tend vers 1 si t égale 0, puisque exponentielle de 0. Ici, t négatif strict, c'est exponentielle de plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Donc, moins 1 à la puissance n-1 sur n à la puissance t ne tend pas vers 0. Et par suite, la série diverge. Voilà le cas donc de t négatif ou nul. Donc, la série diverge et par suite, t n'appartient pas à t. Je rappelle qu'une série convergente a nécessairement son terme général qui tend vers 0. Donc, lorsque le terme général ne tend pas vers 0, la série est divergente. Donc, t n'appartient pas au domaine. Nous examinons maintenant le cas de t positif strict. Pour t positif strict, eh bien cette fois-ci la série converge. Donc t appartenant à t. Pourquoi la série converge? Eh bien parce que vérifie le critère spécial des séries alternées. Sigma n plus grand que 1, de moins 1 à la puissance n-1 sur n à la puissance t converge, car vérifie le critère spécial des séries alternées, que on peut noter en abréviation comme ceci, CSSA, et il faut toujours donner les 3 points du critère. Le premier point, c'est que c'est une suite alternée. Sa suite à partir de 1 est une suite alternée. Donc j'insiste sur rédiger correctement et complètement toutes les hypothèses de tous les théorèmes, et particulièrement soigner les hypothèses qui le méritent. La valeur absolue, qui est 1 sur n puissance t, tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Et finalement, l'hypothèse qui mérite plus de justification, qui est la décroissance de 1 sur nt, est une suite décroissante. Et on le fait donc, on justifie avec une dérivation par exemple. Car la dérivée, donc je donne pour n la variable réelle a, d sur d de a, de 1 sur absence t, ça c'est d sur d de a à la puissance moins t, et donc c'est moins t a à la puissance moins t moins 1, et c'est donc négatif ou nul, quel que soit a appartenant à 0 plus infini, parce que notre t, il est ici supposé positif strict. Voilà. Et c'est terminé, donc on conclut avec ce travail que le domaine de définition de D, il est ni autre que l'intervalle 0 plus infini. Ma question 16, c'est de montrer la continuité de zeta indice 2 sur D. Nous appliquons donc le théorème de continuité sur les séries de fonctions, c'est bien de donner un nom à ces fonctions fn qui forment zeta 2. Donc on pose fn de t est égal moins 1 à la puissance n-1 sur n à la puissance t. C'est toujours bien de la mettre sous forme exponentielle parce que ça éclaircit davantage la fonction exponentielle de moins t log de n. Et nous attaquons les deux hypothèses de théorème de continuité. La première hypothèse, c'est que toutes les fn sont continues, quel que soit n dans n étoile, fn est continue sur d qui est 0 plus infini, juste d'après les opérations sur les fonctions continues. D'après donc les opérations sur les fonctions continues. Il faut attaquer donc la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est la convergence uniforme sur tout segment AB de la série de fonctions sigma de Fn. La série de fonctions
sigma de Fn, n plus grand que 1, converge uniformément sur tout AB de 0 à l'infini. Alors comment on va le démontrer? On peut essayer de tenter la convergence normale, sauf que la valeur absolue elle est plus petite que 1 sur n à la puissance a, mais a n'est pas supérieur strict à 1, il est juste supérieur strict à 0, ce qui empêche donc d'utiliser la convergence normale. Donc nous allons démontrer avec la définition d'origine, qui est la norme infinie du reste, tend vers 0. Mais chaque fois qu'on parle du reste, il faut d'abord parler de la convergence, qui est déjà donc donnée, donc, parce qu'on a déjà fait le domaine de définition. Donc je peux le faire directement dans ce cas-là. Converge uniformément parce que la norme infinie du reste de Rn sur AB tend vers 0. Lorsque n tend vers l'infini, parce que vous avez une majoration du reste, car d'après le critère spécial de serre alternée qu'on a vérifié ci-dessus, eh bien Rn de t est inférieur ou égal à la valeur absolue de Fn plus 1 de t, qui est égal à 1 sur n plus 1 à la puissance t, et là je peux majorer en utilisant le a, donc inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 à la puissance a. Donc ceci c'est quel que soit t dans AB. Donc je peux passer à la norme infinie du reste. La norme infinie du reste, donc sur AB, elle est inférieure ou égale 1 sur n plus 1 à la puissance a. Et puis elle est bien sûr positive. Ben, ceci, quel que soit n dans n étoile. On utilise donc le théorème de l'encadrement. 1 sur n plus 1 à la puissance a tend vers 0 parce que a positif strict. Donc je déclare la norme infinie du reste qui tend vers 0. Voilà, donc la deuxième hypothèse qui est la convergence uniforme. Nous concluons donc en donnant la référence du théorème utilisé. D'après le théorème de continuité sur les séries de fonctions, on déclare zeta indice de continu sur 0 à l'infini. Continuité sur somme de n égale 1 à l'infini de Fn. Zeta indice 2 est donc continu sur D, sur 0 à l'infini. Très bien. La question suivante est d'étudier la limite de zeta indice 2 en plus l'infini. Nous allons donc tenter d'appliquer le théorème de limite sur les séries de fonctions avec ces deux hypothèses. La première hypothèse, c'est toutes les fonctions Fn admettent une limite en plus l'infini. Justement, c'est ce qui va se passer ici. Quel que soit n dans n étoile, la limite de Fn en plus l'infini existe et elle est égale. Eh bien, c'est exponentielle moins t log de n. Donc, lorsque n égale à 1, c'est exponentielle 0. Donc, égal à 1 si n égale 1. Et à partir de 2, c'est égal à exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0, si n plus grand que 2. Deuxième hypothèse, c'est la convergence uniforme sur un voisinage de plus l'infini. Donc, la série de fonctions sigma de Fn, n plus grand que 1, converge uniformément sur un voisinage de plus l'infini que vous choisissez. Donc, on peut faire une convergence normale ici, très rapide. Donc, j'ai choisi un intervalle 2 plus l'infini, par exemple. Important de préciser l'intervalle dans le théorème de limite. Parce que converge normalement sur 2 plus l'infini, et parce que la valeur absolue de, car la valeur absolue de Fn de t, c'est très important de l'écrire avec l'exponentielle pour bien réaliser les majorations. Donc l'exponentielle étant croissante, donc on majeure plutôt, on minore t par 2 pour majorer, donc moins 2 log de n, qui est égal donc 1 sur n au carré, et la série, donc les quantificateurs, quel que soit n plus grand que 1, et quel que soit t dans l'intervalle 2 plus l'infini, et la série sigma de 1 sur n carré est convergente, une série de Riemann convergente. La série sigma de 1 sur n carré, n plus grand que 1, converge. Voilà donc les deux hypothèses du théorème de limite. Je conclus donc, comme d'habitude, en faisant référence au théorème. Donc, d'après le théorème de limite sur les séries de fonctions, donc théorème de limite sur la somme de n égale 1 à l'infini de Fn, donc la limite de zeta2 existe. Donc j'insiste, dans le théorème de limite, il ne faut pas faire directement une limite égale, comme si la limite existe toujours. Toujours plus prudent et plus intéressant dans la rédaction, de faire la limite existe, puis égale. Existe et égale la somme des limites, théorème d'interversion de limite et sigma, la somme des limites
Et ces limites-là, eh bien, la première limite n égale à 1, c'était 1, et les autres, c'est 0, donc ça fait 1 plus 0 jusqu'à l'infini. Et donc, on conclut que la limite de zeta2 en plus l'infini, elle est égale à 1. Voilà donc pour cette question. Ma question suivante, la question 18. Est-ce que la série de fonctions sigma de Fn converge uniformément sur 0 plus l'infini? D'après ce qu'on vient de voir, au niveau de la limite en plus l'infini, bah, il semble que plus l'infini ne présente pas de problème, et donc peut-être le problème est en 0. Et je rappelle que la manière la plus facile de démontrer une convergence non uniforme, c'est d'utiliser le théorème de limite sur les séries de fonctions. Dans la mesure, si toutes les limites existent, mais que leur série est divergente, eh bien il n'y a pas de convergence uniforme dans l'intervalle où on fait la limite. Une borne, c'est là où on fait la limite. Examinons la limite de Fn en 0+. Quel que soit n appartenant à n étoiles, la limite de Fn de t, lorsque t tend vers 0+, existe. Et elle est égale, donc moins 1 puissance n-1, sur 1 puissance 0, donc moins 1 puissance n-1. Donc j'insiste, ici on bosse en 0, 0+. Et bien justement, mais la série, donc la limite existe. Deuxième chose, c'est que la limite existe, puis la série, sigma des limites, lorsque t tend vers 0+, Fn de t, eh bien n plus grand que 1, eh bien, qui n'est autre que la série de moins 1 à la puissance n-1, eh bien c'est une série divergente. Diverge soit parce que c'est une série géométrique avec une raison qui n'est pas de module strictement inférieur à 1, sinon plus simplement car tout simplement le terme général ne tend pas vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Et voilà, donc je peux conclure qu'il n'y a pas de convergence uniforme. C'est bien de mentionner, d'après le théorème de limite, sur les séries de fonctions, après le théorème de limite sur la somme de toujours n égale 1 à l'infini de Fn, et bien cette série de fonctions ne peut converger uniformément sur 0 plus infini. La série de fonctions sigma de Fn, n plus grand que 1, ne peut converger uniformément sur l'intervalle 0 plus infini. Très bien, voilà pour cette question. Question suivante. La limite de zeta2 en 0 plus. Question délicate, difficile. Le théorème de limite ne s'applique pas, parce que justement on vient de voir qu'il n'y a pas de convergence uniforme sur 0 plus l'infini, et de la même manière sur aucun 0 quelque chose, sur aucun intervalle d'extrémité gauche 0. Donc le théorème ne peut s'appliquer. Le théorème de limite ne peut s'appliquer. D'ailleurs, si vous supposez qu'il s'applique, vous allez obtenir que la limite c'est la somme de moins 1 puissance n-1, qui n'a aucun sens. Eh bien, technique spéciale qu'il faut essayer de retenir pour les épreuves orales. La technique consiste à introduire une nouvelle fonction, f de t, que j'appelle f de t, qui est la somme de n égale 1 à l'infini, de moins 1 à la puissance n-1, 1 sur nt, moins 1 sur n plus 1, t. Introduire cette fonction pour t positif strict, et essayer de comprendre le lien de cette fonction avec zeta. Puis, cette fonction est la somme d'une série qui vérifie le critère spécial des séries alternées, ici. Donc, vous savez que lorsque la somme d'une série qui vérifie le critère spécial des séries alternées, vous avez une majoration de la somme par la valeur absolue du premier terme. Voilà, une fois qu'on démontrera que cette suite-là vérifie le critère spécial des séries alternées, eh bien, on aura le résultat. Donc, première chose, c'est le lien avec zeta2. Premier point. Lien avec zeta2.
Donc, je sépare les deux sommes, mais il faut toujours dire car les deux séries convergent. C'est la somme donc de n égale 1 à l'infini, de moins 1 à la puissance n-1 sur nt. Chaque fois que vous séparez une somme infinie ou une intégrale sur un intervalle quelconque, il faut toujours dire car les deux sommes existent dans le cas, car les deux séries convergent dans le cas des séries, et dire car les deux intégrales convergent dans le cas des intégrales. Moins 1 puissance n moins 1 sur n plus 1 à la puissance t, n égale 1 à l'infini aussi. Donc c'est important donc ici de dire car les deux séries convergent fondamentalement. Car les deux séries convergent. Il faut toujours montrer de la prudence dans la rédaction, car les deux séries convergent. Alors, allons-y maintenant. Donc, vous retrouvez donc que dans le premier terme, c'est exactement z indice de 2t, et le deuxième terme, j'introduis le moins à l'intérieur, ça fait plus la somme de n égale 1 à l'infini moins 1 puissance n, et en même temps, je fais un changement d'indice, comme ça, n commence de 2 à l'infini, moins 1 à la puissance n moins 1 sur n à la puissance t, qui n'est pas loin de zeta2, donc c'est autre que zeta2 moins le premier terme. Et le premier terme dans zeta2 pour n égale à 1, c'est 1 sur 1, donc égale 1. Finalement, donc j'obtiens que le lien, c'est 2 fois zeta2 de t moins 1. Voilà la relation entre f de t et zeta indice 2. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors je vais démontrer le critère spécial plus tard. F de t est la somme d'une série qui vérifie le critère spécial série alternée, et la somme d'une série qui vérifie, on va le montrer après, hein, le critère spécial des séries alternées. Donc, f de t en valeur absolue est inférieur ou égal à la valeur absolue du premier terme. Premier terme, donc moins 1 à la puissance n moins 1, n égale à 1, 1 moins 1, 1 sur 1 à la puissance t moins 1 sur n plus 1, donc 2 à la puissance t, comme ça, donc qui est égal, que ce n'est autre que 1 moins 1 sur 2 à la puissance t. Donc j'obtiens que 2 zeta de 2 de t moins 1 plus petit que 1 moins 1 sur 2 puissance t. Et le théorème de l'encadrement permet de conclure ceci, que soit t dans 0 à l'infini. Donc 1 moins 1 sur 2 puissance t, lui, il tend vers 0 lorsque t tend vers 0 plus. C'est terminé, donc je conclus que zeta indice 2 de t tend vers n demi lorsque t tend vers 0 plus. Vous pouvez ajouter d'après le théorème de l'encadrement. D'après le théorème de l'encadrement. Très bien, voilà donc. Technique très particulière. Je conclus donc que limite de zeta2 en 0 plus est égale à n demi. Donc j'insiste sur cette limite difficile. Technique, il faut essayer de retenir l'astuce. Très bien, alors il reste à vérifier, il reste à justifier. Donc l'histoire du critère spécial série alternée, je peux dire tout cela car. Tout cela car. Donc premier point, c'est que moins 1 puissance n moins 1, 1 sur nt, moins 1 sur n plus 1 t, c'est bien une suite alternée, n plus grand que 1 est une suite alternée. C'est la première hypothèse dans le critère spécial des séries alternées. Deuxième hypothèse, c'est la valeur absolue, qui est donc 1 sur nt moins 1 sur n plus 1t, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Lorsque t est positif, vous pouvez l'ajouter ici, quel que soit t, dans 0 l'infini. Et finalement, la suite 1 sur nt moins 1 sur n plus 1t, n plus grand que 1, elle est décroissante. Décroissante parce que si je dérive la fonction par rapport à a, je facte à n la variable réelle a, qui varie donc dans 1 plus l'infini, et je dérive la fonction par rapport à a. La fonction c'est 1 sur a puissance t, moins 1 sur a plus 1 à la puissance t, qui n'est autre donc que la fonction a puissance moins t moins a plus 1 à la puissance moins t. Je dérive par rapport à a, ça fait donc moins t a à la puissance moins t moins 1, et moins avec moins ça fait plus t a plus 1 à la puissance moins t moins 1. Elle est égale donc à, je factorise par moins t, a à la puissance moins t moins 1, je mets en forme avec l'exponentielle pour que ce soit plus clair, donc exponentielle moins t plus 1 fois log de a,
Et de l'autre côté, moins exponentielle, moins t plus 1 aussi, log de a plus 1. Et vous avez donc le log de a, il est plus petit que log de a plus 1. Vous multipliez par t plus 1 qui est positif, ça fait t plus 1 log de a qui est plus petit que t plus 1 log de a plus 1. Vous multipliez par moins, vous changez l'inégalité, moins t plus 1 ln de a plus grande que moins t plus 1 ln de a plus 1. Et finalement, avec l'exponentielle, ça fait donc moins t plus 1 log de a, moins exponentielle, moins t plus 1 ln de a plus 1 qui est donc positive ou nulle. Et vous obtenez donc que la dérivée est donc la dérivée de cette fonction-là. Je réécris d sur dA de 1 sur at moins 1 sur a plus 1 t, elle est donc négative ou nulle. Voilà donc cette justification de la décroissance. Ce qui donc termine la réponse à la question. Nous passons à la question 20. Montrer que zeta 2 de classe C1 sur 0 à l'infini et donner une expression de sa dérivée à l'aide de la somme d'une série. Question difficile aussi, nous allons voir le détail qu'il faut surveiller. Classique des épreuves, mais difficile, nous allons voir pourquoi. Donc, nous allons faire tourner les hypothèses du théorème. Toujours zeta 2, c'est la somme de n égale 1 à l'infini de fn. Avec fn de t, c'est 1 moins 1 puissance n moins 1 sur n puissance t, et vous passez à l'exponentielle pour faire toutes les dérivations comme il faut. Exponentielle, donc moins t log de n. Et on attaque donc les hypothèses du théorème de dérivation version de classe C1, hypothèses donc qui sont en nombre de 3. Première hypothèse, toutes les Fn sont de classe C1. Quel que soit n dans n étoile, Fn est de classe C1 sur 0 plus l'infini. Juste d'après les opérations sur les fonctions de classe C1. Justification vague mais suffisante pour cette hypothèse. Sur les fonctions de classe C1. La deuxième hypothèse, c'est la convergence simple de la série de fonctions sigma de Fn converge simplement sur 0 plus l'infini. D'après ce qui précède, donc d'après la question précédente, domaine de définition, on met juste après ci-dessus. Vous pouvez éventuellement préciser le numéro de la question, c'est meilleur. Et finalement, l'hypothèse fondamentale, où il y a le barème, celle-là, c'est la série de fonctions sigma de Fn', n plus grand que 1, converge uniformément sur tout AB de 1. De A, ici c'est 0 plus infini. Et on va expliquer pourquoi. En effet. La première chose, c'est l'expression de la dérivée. Fn' de t. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous dérivez? L'expression, c'est celle-là. Donc, il y a dérivé par rapport à t, donc il y a moins log de n qui sort. Moins log de n qui sort, ça fait donc moins 1 à la puissance n moins 1. Avec moins qui s'ajoute, ça fait moins 1 à la puissance n log de n sur n à la puissance t. Alors, un petit brouillon. Pourquoi faire? Pour tenter de faire la convergence normale. Bien sûr, ceci ne va pas apparaître dans la copie, mais important pour nous, pour comprendre le phénomène. Et si on tente la convergence normale, donc la valeur absolue, sur AB va être majoré par log de n sur n1. Mais là, log de n sur n1, A est juste positif. Et vous savez que lorsque A est entre 0 et 1, 1 sur n égale petit o de log de n sur n1. Donc la série, dans ce cas-là, de log de n sur n1, elle est divergente. Ok. Donc voilà, ça montre que la convergence normale est tenue en échec. On ne peut pas faire avec la convergence normale, à moins que l'on soit dans l'intervalle 1 plus l'infini, 1 ouvert, AB inclus dans un infini ouvert, oui. Donc là, on comprend que ça ne marche pas
la convergence, normale. Donc, on va travailler avec, encore une fois, comme avant, avec le critère spécial serre alterné, avec la norme infinie du reste tend vers 0. Donc, chaque fois qu'on parle de la norme infinie du reste, il faut d'abord montrer la convergence de la série. Et c'est là où il y a des problèmes qui vont se dégager. Donc, la première chose, c'est quel que soit t dans AB, la série sigma de fn' de t, n plus grand que 1, converge, d'après le critère spécial serre alterné. Et nous allons détailler les hypothèses. Car, eh bien, le premier point, c'est le caractère alterné de la suite, qui est donc évident. Moins 1 puissance n log de n sur nt est une suite alternée, sans problème. Est une suite alternée. Le deuxième point, log de n sur nt tend vers 0, tranquille aussi, sans problème. Lorsque n tend vers l'infini, tout simplement parce que t est positif strict. Fonction puissance plus forte que le logarithme. Donc, elle emporte avec elle le logarithme vers 0. Et l'hypothèse qui va poser des problèmes, c'est celle-ci. La décroissance. La décroissance n'est pas évidente. Il faut faire une étude de fonction, et vous allez voir que l'étude de fonction va être un petit peu sérieuse. Donc, je dérive, quel que soit n dans n à l'infini. Je considère que l'intervalle est un intervalle réel pour faire la dérivation. Je dérive par rapport à n, log de n sur nt. Je considère que c'est un produit, n moins t. Il est toujours meilleur de dériver un produit que de dériver un quotient. Ça fait donc 1 sur n, n à la puissance moins t, plus log de n, et moins t, n à la puissance moins t moins 1. Et donc ça fait n à la puissance moins t moins 1 qui va être en facteur de 1 moins t log de n. Et donc c'est négatif ou nul pour 1 moins t log de n négatif ou nul. C'est-à-dire pour t log de n plus grand que 1. Et puisque t est positif, donc pour log de n plus grand que 1 sur t, et pour n plus grand que exponentielle de 1 sur t. Alors, donc la suite elle est décroissante, mais attention. Et donc, la suite décroissante, mais à partir d'un rang qui dépend de t. Si je veux un antinaturel, donc, je prends l'antinaturel qui vient après exponentielle 1 sur t, donc je tire que la suite log de n divisé par nt à partir de la partie entière de l'exponentielle 1 sur t plus 1 est décroissante. D'accord? Et puis le fait que le rang dépend de t est très mauvais. Décroissante, oui, mais à partir d'un rang qui dépend de t, très mauvais pour la convergence uniforme, parce que la convergence uniforme, le mot uniforme, c'est uniforme en t. Donc, si vous voulez travailler la majoration du reste et vous gardez n plus grand qu'un rang qui dépend de t, vous n'allez pas pouvoir passer à la norme infinie. Donc, c'est quoi la solution? C'est de trouver un rang valable pour tous les t de AB. Et justement, ce rang-là, c'est le plus grand de ces rangs. Et puisque cette fonction rang ici, elle est décroissante, donc je prends la valeur la plus petite. Donc, je tire. Alors, c'est là le point chaud de la question. C'est là où il y a les erreurs des candidats à chaque fois que la question fait l'objet des épreuves. C'est rare que cette question soit détaillée dans les épreuves. Donc, je tire que log de n sur nt, n plus grand que grand n, donc il faut trouver un rang indépendant de t, est décroissante, quel que soit t, dans AB. Voilà, avec grand n égale le plus grand des rangs, c'est-à-dire la partie entière de l'exponentielle 1 sur 1 plus 1. Voilà le gros détail de cette question. Voilà ce qu'il faut surveiller. Aussi bien que les épreuves écrites que orales, il faut surveiller ce détail. C'est un gros piège de convergence uniforme. Cet exemple, c'est cette question de zeta2 de classe C1. Alors, une fois qu'on a ceci, c'est terminé. Alors, une fois qu'on a ça, on continue la rédaction tranquillement. Alors, quel que soit n plus grand que grand n, et quel que soit t dans AB, le Rn de t, il est inférieur ou égal à la valeur absolue du premier terme, qui est donc log de n plus 1 sur n plus 1, la puissance t. Vous débarrassez de t pour passer à la norme infinie, plus petit que log de n plus 1
sur n plus 1 à la puissance a. Vous passez à la norme infinie, fondamentale de passer à la norme infinie, je rappelle. Donc, la norme infinie du reste sur AB inférieur ou égal log de n plus 1 sur n plus 1 à la puissance a. Et ceci, c'est quel que soit n plus grand que grand N, finalement, log de n plus 1 sur n plus 1 à la puissance a tend vers 0. Donc, la norme infinie du reste tend vers 0. Voilà. Cette question, donc, difficile de zeta 2 de classe C. C'est terminé, j'ai vérifié les 3 hypothèses du théorème. Je conclus donc que d'après le théorème de dérivation sur les séries de fonctions, d'après le théorème de dérivation sur les séries de fonctions, eh bien, zeta indice 2 est de classe C1 sur 0 plus infini, et sa dérivée, c'est la somme de dérivées, c'est-à-dire quel que soit t dans 0 à l'infini, zeta prime de t est égal à zeta 2 prime de t, c'est la somme de n égale 1 à l'infini, le moins log de n il sort, qui va s'ajouter, donc moins 1 s'ajoute à moins absence n moins 1, c'est moins absence n, log de n sur n à l'absence t, vous pouvez commencer de 2, parce que log de 1 c'est 0. Voilà donc pour cette question. La question suivante est aussi délicate que la précédente, mais plus de difficulté dans l'exécution, parce que c'est le théorème C infini, mais avec toujours le même problème. Le même problème qui est, il y a un rang de décroissance qui va dépendre de t, et il faudra trouver un rang valable pour tous les t de AB. Très important point à quoi vous devez être préparé pour les épreuves écrites et orales. Donc, on fait tourner le théorème de dérivation C infini. Première hypothèse, toutes les fonctions sont de classe C infini, quel que soit n dans n étoile. Fn est de classe C infini, juste d'après les opérations sur les fonctions de classe C infini. Sur donc 0 plus infini, tout simplement d'après. Je rappelle que ce théorème C infini est un théorème assez lourd, vu les hypothèses, il y a l'intervention d'un cas qui va apparaître, d'après les opérations sur les fonctions de classe C infini. Deuxième hypothèse, c'est la série de fonctions sigma de Fn comme théorème C1 converge simplement sur 0 plus l'infini. Et arrive l'hypothèse la plus lourde, c'est que, quel que soit k, donc c'est là où il y a le problème, quel que soit k dans n étoile, la série de fonctions sigma de dérivée km converge uniformément sur tout AB de 0 à l'infini. Et là donc, ça va être un petit peu la même chose que dans le théorème de classe C1. On explique donc la dérivée km, c'est que moins log de n va sortir plusieurs fois. Donc moins 1 à la puissance n moins 1 qu'on avait, et moins log de n va sortir k fois sur n puissance t. Et donc les trois hypothèses du critère spécial des séries alternées sont les suivantes. Fnk de t est bien n plus grand que 1, elle est bien alternée. Et bien une suite alternée. Ensuite, le fait que sa valeur absolue tend vers 0, bah, aucun problème. Fnkt en valeur absolue qui est donc log de n, non, puissance k sur nt tend vers 0, vu la force de puissance par rapport au logarithme. Lorsque n tend vers plus l'infini, donc tend vers 0. Et le problème, il est là. Il est là dans la décroissance. C'est que si vous dérivez par rapport à n, non, log de n puissance k, comme tout à l'heure, je fais un produit, c'est meilleur que de faire un quotient.
Ça fait donc k log de n puissance k moins 1 fois 1 sur n à la puissance moins t. Et lorsque je dérive n puissance moins t, ça fait moins t n puissance moins t moins 1 log de n à la puissance k. Je peux donc factoriser par n à la puissance moins t moins 1 et par aussi log de n à la puissance k moins 1. Et ça me fait donc multiplier par k moins t log de n. Et donc c'est négatif ou nul dès que t il est dès que n est plus grand que exponentielle de k sur t. Et c'est pareil, donc je déduis que la suite elle est décroissante. Je déduis que la suite log de n en puissance k sur nt à partir du rang partie entière de exponentielle k sur t plus 1 est décroissante, mais un rang qui dépend de t est très mauvais. Bah, il est bon pour la convergence, mais il est très mauvais pour la convergence uniforme. Donc c'est pourquoi il faut un rang indépendant de t, et ce rang-là, c'est le max de ces rangs, c'est-à-dire la partie entière. Donc on peut l'appeler grand N, bah, c'est pas grave, on a quitté déjà la question précédente, bah, je note de la même manière, c'est pas grave. Cette suite-là, elle est décroissante en quelle que soit une suite décroissante en quel que soit t dans AB, avec le rang qui est égal, le plus grand de ces rangs, c'est-à-dire la partie entière de exponentielle k sur a plus 1. Voilà ce qui résolvera. Voilà ce qui permettra donc de... Bah, ce rang indépendant de t, c'est très important. Donc j'aurai, quel que soit n plus grand que grand n, quel que soit t dans AB, bah la dérivée km, fnk de t, puisque ça vérifie critère spécial c'est alterné, c'est inférieur ou égal au terme. Donc bah, le Rn de t, il est inférieur ou égal à Fn plus 1 k de t, qui va être donc ln de n à la puissance, ln de n plus 1 à la puissance k sur n à la puissance, sur n plus 1 à la puissance t, et je continue la majoration par log de n plus 1 à la puissance k sur n plus 1 à la puissance a, et je peux passer donc à la norme infinie. Donc j'aurai, justement, si le rang dépendait, si ce rang-là dépendait de t, d'abord on ne peut pas le mettre en premier lieu, il faut le mettre en second lieu. Et en plus de ça, donc on ne peut pas passer au sup, parce qu'il est dépendant de t. Mais ici c'est tranquille, donc je tire que la norme infinie du reste sur AB, elle est inférieure ou égale à log de n plus 1 à la puissance k sur n plus 1 à la puissance a, quel que soit n plus grand que grand n. Et c'est terminé, log de n plus 1 à la puissance k sur n plus 1 à la puissance a tend vers 0. Donc la norme infinie du reste sur AB tend vers 0, et c'est terminé, ça finit la convergence uniforme. On conclut en faisant la référence du théorème utilisé, donc d'après le théorème de dérivation sur les séries de fonctions, bah, on tire que la fonction zeta2 je n'ai pas mis la question de classe C2, mais je vous laisse le soin de le faire. On pourra mettre les points sur les i sur le théorème de classe C2 de dérivation. Eh bien, je déclare ici zeta2 de classe C infini sur 1 plus l'infini, et zeta2 dérivée km, elle est égale à la somme de n égale 1 à l'infini, moins 1 puissance n-1, moins log de n à la puissance k, divisé par n à la puissance t. Voilà, quel que soit t, dans 0 à l'infini, et quel que soit, je rectifie ici, classe 1 sur 0 à l'infini, et pas sur 1 à l'infini, et quel que soit k dans n étoile, bah, vous pouvez même faire k égale 0, donc k égale 1. Très bien. La question suivante est de calculer zeta2 de 1. La meilleure façon de faire cette question, c'est d'utiliser le théorème d'Abel radial.
Mais cette question peut se faire de beaucoup plus qu'une seule manière, beaucoup de techniques pour la faire. Ici, on va juste se limiter à la radial, peut-être dans une autre occasion, on précise les autres façons de faire. Donc, la série de termes général, moins 1 puissance n-1 sur n, dont la somme c'est zeta 2 converge, parce que domaine de définition de zeta 2. Donc, d'après ce qui précède, si vous voulez, d'après ci-dessus, donc, d'après le théorème d'Abel radial, très importante utilisation de ce théorème pour faire des choses très rapidement. Théorème d'Abel radial. Eh bien, la somme de cette série, c'est la limite. Lorsque t est envers 1 moins, et on rajoute t puissance n égale 1 à l'infini, moins 1 puissance n moins 1 sur n, t à la puissance n. Sauf que ça, c'est un DSE0 usuel. Ça, c'est égal à. C'est l'importance de connaître par cœur le DSE0 usuel, donc c'est moins ln, plutôt. Ça, c'est un DSE0 usuel, c'est ln de 1 plus t. Et donc, j'obtiens le zeta de 1. Il est égal à log de 2. Dans cette question 23, il y a le lien entre la fonction zeta alternée de Riemann, zeta2, et zeta, la fonction de Riemann. Cette fonction de zeta, on ne l'a pas vue dans les questions précédentes. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus tard dans les questions qui suivront. Ici, c'est le lien entre les deux. Donc, il s'agit d'exprimer zeta2 en fonction de zeta. La technique, c'est d'écrire les deux, zeta2 de t et zeta2 de t. Donc, j'écris la première, j'écris la seconde, elle est là, zeta2 de t. La somme de 1 à l'infini, moins 1 puissance n moins 1 sur nt. Et la question, c'est quoi? C'est de faire, est-ce que la somme, est-ce que la différence? Le but, c'est quoi? Le but, il faut que les n dispairs restent. Pourquoi les n dispairs sont importants? Parce que n égale 2k, 2 va être dégagé du produit. Alors, si je fais la somme, ça fait 1 plus moins 1 à la puissance n moins 1. Pour n pair, ça fait 1 moins 1, c'est 0, donc c'est pas bon de faire la somme. On fait donc la différence. Donc, on fait la différence. Ici, donc, je fais moins. Donc, j'obtiens zeta de t moins zeta2 de t est égal la somme de n égale 1 à l'infini. Donc, le moins avec moins, ça fait plus, moins 1 à la puissance n. Et justement, les paires vont rester. Donc, il reste seulement les paires, et k égale 1 à l'infini. Donc, n, je le remplace par 2k. Donc, ça fait 2 en haut, et en bas, au dénominateur, c'est 2k à la puissance t. Les deux donc passent devant. J'obtiens donc 2 à la puissance 1 moins t, et ce qui reste, c'est exactement zeta de t. Je fais passer de l'autre côté, donc zeta 2 de t, elle est égale à 1 moins 2 à la puissance 1 moins t multiplié par zeta de t. Voilà cette relation importante entre zeta 2 et zeta. On donne zeta de 2 égale pi carré sur 6. Quel est zeta 2 de 2? Eh bien, nous utilisons la formule précédente de la question 23. Zeta 2 de 2, elle est égale, eh bien, 1 moins 2 à la puissance 1 moins 2 multiplié par zeta de 2, qui fait donc 1 moins 1 demi. 2 à la puissance moins 1, c'est 1 demi. Alors, zeta de 2, c'est pi carré sur 6. C'est donc 1 demi multiplié par pi carré sur 6. C'est donc pi carré sur 12. Zeta 2 de 2 égale donc pi carré sur 12.